En fait, je pense que c'est un peu lié à ma personnalité, mais j'ai jamais vu à aussi long terme. C'est-à-dire que quand je suis arrivée en première année de droit, déjà je voulais savoir si ça me plaisait pour commencer. Alors, coup de chance, ça m'a plu. Et puis, deuxième coup de chance, c'est que j'ai réussi. En fait, j'ai passé mon premier semestre, ensuite j'ai passé mon second semestre, ce qui a fait que j'avais mon année. Et ensuite, comme ça, deuxième année, troisième année, ensuite il a fallu que je choisisse un Master 1. Donc, j'ai choisi un Master 1 de droit des affaires. Et puis, il a fallu que je choisisse un Master 2. Et finalement, c'est à la fin de ce Master 2 que je me suis décidée, donc très tard en fait, à m'inscrire dans une prépa pour pouvoir passer le CRFPA. Sur le droit chemin, le podcast qui t'emmène à la rencontre de professionnels ayant réalisé des études de droit. Quel est leur parcours? Quelles sont leurs motivations? Comment en sont-ils arrivés là? Je te propose de le découvrir sans plus attendre. Alors, déjà, merci beaucoup Yasmine d'être jointe à moi pour cette rencontre. Est-ce que, pour commencer notre conversation, est-ce que tu pourrais me dire, quand par exemple tu rencontres des personnes que tu connais pas, par exemple en soirée ou dans un contexte professionnel, comment tu te présentes? Comment je me présente? D'abord, je donne mon prénom. Donc, je m'appelle Yasmine. Ensuite, je donne mon nom de famille, Vivier. J'aime bien l'idée qu'il y ait un peu les deux origines qui se rassemblent dans mon prénom et mon nom de famille. Ensuite, je donne mon âge, donc 26 ans. Et je finis par ma profession. Voilà, avocate. Ok. Et tu dis que tes deux origines, c'est quoi tes deux origines du coup? Alors, je suis bretonne par mon père, d'où mon nom de famille Vivier. Et je suis d'origine berbère du sud du Maroc par ma mère, d'où mon prénom Yasmine. D'accord. Voilà. Ok. Et c'est quelque chose que tu es fière du coup de mettre en avant? Tout à fait, c'est quelque chose qui m'importe. Et d'ailleurs, j'ai pu rencontrer des avocats au barreau de Paris qui font partie d'une association culturelle franco-berbère du barreau de Paris. D'accord. Voilà. Ok. Il y a aussi des Bretons d'ailleurs au barreau. Oui, j'imagine. Ils sont partout les Bretons. C'est clair. Je dis ça parce que je suis breton normand. Donc, Ah d'accord, ouais. Je savais pas. Voilà, donc en fait, nom brillant, c'est un nom breton. D'accord. D'origine en tout cas. Ok. Voilà. Et mes parents sont normands, donc bon, les Bretons. Ils essayent de nous piquer encore le Mont-Saint-Michel, tu vois. Bon, bref, longue histoire. On va rentrer dans les débats. Ok, d'accord. Donc effectivement, tu te présentes comme avocate. Et est-ce que tu en dis plus à ce sujet-là en général ou tu restes assez évasive? J'en dis pas plus parce que les gens sont spontanément amenés à me poser des questions. Voilà, depuis combien de temps j'exerce, quelle est ma spécialité aussi. Et puis je leur réponds assez naturellement. Et ils réagissent comment en général? Ça fait toujours impression, je dois dire. Ouais. Voilà, les gens sont pas étonnés mais intéressés en fait. Et ils m'interrogent. D'accord. Ouais. D'accord. Voilà. Et ils t'interrogent sur quoi par exemple? Sur combien de temps est-ce que ça fait que je suis avocate. Donc je peux répondre que ça fait un peu plus d'un an maintenant puisque j'ai prêté serment le 14 décembre 2018. Ils m'interrogent aussi sur ma spécialité. Je leur dis que je fais du droit des affaires. Après, j'ajoute que je fais du droit des sociétés. Parce que c'est vrai que le droit des affaires, c'est très vaste. Et plusieurs de nos professeurs à l'université nous ont conseillé de ne pas dire qu'on fait du droit des affaires. Puisque ça veut tout dire et rien dire. Ah mince, parce que dans la vidéo tout à l'heure, on a dit droit des affaires. C'est vrai, mais c'est déjà une bonne indication. D'accord. Ouais. Et donc, du coup, ta spécialité, c'est quoi exactement? Alors, c'est le droit des sociétés et encore plus exactement les fusions-acquisitions. Ok. Voilà. D'accord. Est-ce que tu peux expliquer en quelques mots peut-être qu'il y a des personnes qui nous écoutent et qui vont pas savoir tout de suite ce que c'est. Ça consiste en quoi une fusion-acquisition? Alors, on peut l'appeler aussi M&A, Merger and Acquisition en anglais. Et ça va consister, nous, dans des groupes de sociétés qu'on gère, soit à acquérir des sociétés tiers, soit à fusionner au sein du même groupe pour des questions de réorganisation. Et c'est essentiellement ça, la cession, de l'acquisition. D'accord, ok. Bon, je pense que c'est pas mal, c'est assez clair. Peut-être qu'on reviendra après exactement en quoi ça consiste d'être un avocat dans ce genre d'opérations. Bien sûr. Parce que ces opérations avant tout financières, enfin du moins on a l'impression en tout cas. C'est bien ça. Et on se demande que vient faire un avocat là-dedans, quoi. Enfin, moi c'est la première fois que j'ai entendu ça, je me suis dit
qu'est-ce qu'il fait là l'avocat? Ouais. Et donc je me posais pas mal de questions là-dessus. Et du coup, comme tu parles de ton métier d'avocat, Mhm. qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce métier? Pourquoi tu as choisi avocat? Ça remonte un peu à loin, Ouais. mais ça m'est pas venu tout de suite. Alors, je m'explique. En fait, j'ai fait un baccalauréat littéraire et j'entendais après ça me lancer dans des études de langue parce que j'étais plutôt douée pour la matière, que ça me plaisait aussi. Mais justement, c'était l'année du baccalauréat. En fait, j'étais parmi les élèves boursiers. Et on a proposé aux élèves boursiers de participer à un programme que mettait en place une association de l'école de commerce qui était à côté de mon lycée et qui faisait découvrir les études supérieures aux tout jeunes bacheliers. Et au tout début, on nous a emmenés, c'était à Rennes à l'époque, donc en Bretagne, on nous a emmenés voir des ingénieurs, par exemple ceux du viaduc de Millau, c'était très impressionnant. On nous a emmenés aussi à l'INSA, qui est un centre scientifique. Et finalement, tout ça me plaisait pas trop parce que c'était pas en rapport avec ce que je voulais faire. Et à la toute dernière séance, on est allé au tribunal administratif de Rennes. Et là, je me dis que c'est un peu la révélation parce que je vois que c'est déjà très solennel, très impressionnant. On a un juge, en plus je me souviens très bien de ce magistrat, il était très, très imposant. Il y avait une jeune avocate à ce moment-là qui plaidait et qui était un petit peu perturbée, qui recherchait l'accord, ou en tout cas l'assentiment du juge dans ses yeux en quelque sorte. Et après ces audiences, qui étaient en droit de l'urbanisme, on a pu interroger le magistrat, on a pu interroger les avocats, et ensuite, suite à ces conversations, j'ai décidé de m'inscrire à la fac de droit. D'accord. Je vois que ce souvenir il est quand même bien ancré, hein. Bien présent, ouais, c'est Ouais. quelque chose que j'oublierai pas, je me souviens même encore des affaires qui étaient plaidées ce jour-là. D'accord. Et c'est vrai que une fois j'étais allé dans un tribunal de proximité pour voir à quoi ça ressemblait. Et c'est vrai que c'est des choses que j'oublierai jamais parce que c'est tellement poignant. Ouais, T'es dans la vraie vie en fait. exactement. T'as les avocats, mais t'as aussi les personnes qui viennent exposer leur cas. Et Ouais, ouais, c'est tout à assez fait ça. marquant, hein. Mm. Et donc t'es arrivé à la fac de droit et comme la plupart des étudiants, tu voulais faire avocat. Non, pas du tout. Non. En fait, je pense que c'est un peu lié à ma personnalité, mais j'ai jamais vu à aussi long terme. C'est-à-dire que quand je suis arrivée en première année de droit, déjà je voulais savoir si ça me plaisait pour commencer. Alors, coup de chance, ça m'a plu. Et puis, deuxième coup de chance, c'est que j'ai réussi. En fait, j'ai passé mon premier semestre. Ensuite, j'ai passé mon second semestre, ce qui a fait que j'avais mon année. Et ensuite, comme ça, deuxième année, troisième année. Ensuite, il a fallu que je choisisse un master 1. Donc, j'ai choisi un master 1 de droit des affaires. Et puis, il a fallu que je choisisse un master 2. Et finalement, c'est à la fin de ce master 2 que je me suis décidée, donc très tard en fait, Mhm. à m'inscrire dans une prépa pour pouvoir passer le CRFPA. D'accord. Ouais. Et donc avant, t'avais une idée de ce que tu voulais faire? Pas du tout. Et ça t'a pas perturbé ça? Non, 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 encore une fois, c'est lié à ma façon d'être en fait. Et je me disais bien qu'avec ces études-là, je trouverais quelque chose qui me plairait plus tard, que ce soit avocat ou autre d'ailleurs. Je sais que ma mère me mettait la pression pour que je devienne prof de droit. Mais bon, Ah ça ouais, n'a pas été le cas. original. Ouais. Genre, que ce soit juge, avocat, Ouais. notaire. Mhm. Ah non, prof de droit, j'ai jamais entendu ça. Exactement. Ouais. Ouais, ouais. Et puis c'est très drôle d'ailleurs parce que justement à la prépa privée que j'ai faite pour pouvoir passer le CRFPA, quand je faisais les oraux blancs pour le grand oral, on m'a dit que j'avais un ton très professoral. Voilà, que D'accord. j'exposais les choses de manière un peu professorale. Ah, c'est peut-être pour ça que ta mère Ouais, a c'est peut-être senti pour tout ça. de suite que t'avais le truc. Bon, après, il Ouais. est pas trop tard, hein. Non, c'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, c'est pas incompatible. On peut être avocat et en même temps enseigner, que ce soit en tant que chargé de TD ou en tant que maître de conférence à l'université. C'est vrai que des fois, on a des maîtres de conférences qui sont avocats aussi en parallèle. C'est assez courant, Mm. autant en droit public qu'en droit privé d'ailleurs. Oui. Ouais. Et justement, si on revient un peu sur la fac, quand t'es arrivé, qu'est-ce qui t'a plu tout de suite en termes de matière ou de cours? Qu'est-ce qui t'a marqué? Alors, ce qui m'a marqué, c'est surtout la grande liberté qu'on avait. On n'était plus comme au lycée, on était là à pointer, est-ce qu'un tel est là, pas là, etc. Ce qui m'a plu aussi, c'est qu'il y avait beaucoup de monde, qu'il y avait aussi des gens que je connaissais depuis le lycée. Et
que je pouvais gérer mon temps comme je l'entendais. Donc à un moment j'étais en cours, à l'autre à la bibliothèque. Et c'est un peu cette prise en main de soi-même, déjà qui a commencé par me plaire. Et ensuite, en termes de cours, on commence par les bases, en fait, quand on entre en première année, donc le droit constitutionnel, ça m'a beaucoup plu, évidemment. Et voilà, ça a continué comme ça, tout naturellement. Et est-ce que tu te souviens de ton premier jour à la fac de droit? Ou un des premiers jours, est-ce que tu en as un qui t'a marqué plus qu'un autre? Oui. Ah oui, je m'en souviens très bien maintenant que tu le dis. En fait, je m'en souviens bien parce que c'est un petit peu la phrase qu'on dit à la rentrée, je pense à tous les étudiants en droit de France, c'est regardez à votre droite, regardez à votre gauche, et puis à la fin de l'année, il n'y en aura plus qu'un. Hein. Ouais, ça on l'a vu, ouais. Donc ils font la même arène alors? Oui, ils font la même arène, je confirme. Je coche alors, de côté, ils font arène. Okay. Oui, tout à fait. D'accord. Ok, et donc ça c'était un des premiers jours j'imagine, ou le premier jour peut-être même. D'accord. J'avais d'autres questions là-dessus, est-ce que je vais essayer d'avoir des détails croustillants. Bien sûr. Est-ce que tu as, parce que là tu parlais donc quand t'es arrivé, la fameuse phrase, etc. Mais après on a tous des anecdotes en cours ou en TD, des choses qui sont passées, sortent un peu de l'ordinaire, qui nous ont marqué. Est-ce que toi t'as un souvenir comme ça? Pas vraiment, en fait. Non, pas spécialement. Moi, j'étais avec des amis, encore une fois, que je connaissais depuis le lycée. Bon, on s'est ensuite un peu séparés parce que certains ont pu redoubler leur première année. Moi, j'ai emménagé à Paris. Donc, voilà, je me souviens surtout du fait que j'étais à l'aise. D'accord. Et au niveau des TD, t'as pas eu un chargé de TD qui t'a adoré, ou au contraire qui était un peu bizarre, ou qui était un tyran, je sais pas. Oh, je m'en souviens d'un surtout qui m'attendrissait un peu parce que ça se voyait que c'était sa première année en tant que chargé de TD et qui était pas très assuré, c'était en droit constitutionnel justement. D'accord. Donc je me suis dit tiens, c'est peut-être moi plus tard, bon. Et comme c'était prédestiné à enseigner. Ouais, c'est ça. Bien sûr. D'accord. Non, parce que moi, il y a pas longtemps, j'ai écouté une vidéo sur YouTube, quelqu'un qui racontait qu'il avait un chargé de TD. Quand tu arrivais en retard, il te demandait de chanter une chanson. Ah oui. C'est marrant, mais ça doit être horrible quand tu arrives en retard, tu dois chanter une chanson devant tout le monde en fait. C'est clair. En 30 secondes ou une minute, ils te laissent chanter. Je pense que t'arrives plus en retard quoi, après. Non, c'est clair. T'as pas eu de trucs un peu bizarres comme ça? Ah non, jamais. Non. Jamais. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a autre chose dont je me souviens, c'est que les études de droit, mine de rien, c'est quand même destiné à plus tard exercer un métier juridique donc, et assez rigoureux et assez solennel selon ce qu'on fait. Et déjà à l'époque, il y avait un peu des personnalités qui se dessinaient. Voilà, donc par exemple le mec qui arrive en costard-cravate alors qu'il est déjà juste en première année de droit, et puis les autres un peu plus à la cool, et on se dit qu'on ne les reverra pas à la fin du semestre. Et ça, c'était assez, je trouve, assez frappant. D'accord. Ben moi, tu vois, j'ai des souvenirs de personnes qui arrivaient vraiment à l'arrache, jusqu'en master quasiment. Ouais. Et 3 ans après, je les ai revus dans le monde professionnel. D'accord. Juriste, avocat. Mais alors là, évidemment, costume, cravate. Hein, bien sûr. Mais comme quoi, des fois, c'est assez surprenant. Comme tu disais, des fois, on se dit, à la fac, quand même, ces personnes, je ne les reverrai jamais, etc. Et en fait, c'est impressionnant le nombre de personnes qu'on peut revoir dans le monde professionnel derrière. On peut avoir des surprises, ouais. Ouais, faut pas avoir de jugement trop hâtif, je trouve. Non, bien sûr. Puis surtout, quand on fait quelque chose aussi... c'est pas de niche, mais en tout cas, on est amené, c'est clair, à retrouver des étudiants après plus tard dans le monde professionnel. Moi, ça m'est arrivé, donc... Ouais, tout à fait. Là, par exemple, il y a, je pense à ça, une stagiaire dans le plateau sur lequel on travaille. Il y a 3 cabinets, et dans un des cabinets, il y a une stagiaire avec qui j'ai fait mon Master 2, en fait. D'accord. Donc, on s'est retrouvés, quoi. Ah ouais, c'est marrant. Ouais. Bah tiens, d'ailleurs, parle-nous un peu à quoi ressemble ton quotidien en tant qu'avocate en droit des sociétés, spécialisée en fusion-acquisition. C'est ça. Moi, mon quotidien, c'est que j'arrive à 9h. Bon, ça, oui, c'est important les horaires, je pense que c'est des questions qui reviennent souvent. Est-ce que tu dors la nuit? Est-ce que tu manges à midi? Non, mais oui. Et j'arrive à 9h, et puis ce qu'il faut savoir aussi, c'est que je travaille dans un cabinet où il y a un associé, et puis 4 collaboratrices, dont je fais partie, dans l'équipe corporate. Donc, c'est ce qu'on appelle un petit cabinet. Voilà.
Et je pense qu'on est loin de la vision anglo-saxonne justement des gros cabinets qui tournent comme des machines de guerre. Donc là, il y a vraiment une intention un peu de prise en compte de la personne avec qui on travaille. Voilà. Et puis c'est important, c'est une petite équipe. Donc j'arrive parfois un peu plus tôt, parfois un peu plus tard, bref. Oui, ça dépend des dossiers, je pense. Exactement. Voilà, la première chose que je fais, c'est que je me fais un café. Ensuite, très important. Ensuite, je regarde mes emails pour voir un peu ce qui s'est passé parce que c'est vrai qu'entre-temps, on a des clients qui peuvent faire des échanges voilà, pendant la nuit ou transférer des échanges, etc. Et puis ensuite, je me mets à travailler. Alors nous, on a une façon de travailler un peu pas particulière, mais disons qui est assez rythmée. C'est-à-dire que tous les lundis matins, on fait un point sur les dossiers. Et comme ça, pendant la semaine, chacun sait ce qu'il a à faire. Alors évidemment, il y a parfois des urgences, des dossiers qui se rajoutent, etc. Mais l'idée, c'est d'être au courant de tout le temps. D'accord. Voilà. Donc des dossiers des autres personnes également. Également, oui. D'accord. Tout à fait. Et si par exemple tu as un client qui t'appelle mais que tu n'es pas disponible, quelqu'un d'autre répond pour toi, c'est ça? Oui, alors soit il aura la réponse parce que la personne est sur le dossier, et si elle n'a pas la réponse, moi je rappelle sans problème après. D'accord, ok. Et quand tu disais que les clients peuvent t'avoir écrit dans la nuit, c'est parce qu'ils sont à l'étranger ou c'est parce qu'ils travaillent vraiment la nuit? Et bah les deux en Les fait. deux, ouais. Ouais, les deux. C'est-à-dire qu'on a des clients qui sont justement à l'étranger, donc forcément décalage horaire. Et puis parfois on a, même en droit des sociétés, des urgences, ouais. C'est quoi, ça ressemble à quoi une urgence en droit des sociétés? Alors, à quoi ça ressemble? Ça pourrait être, sans trop en dire, on a une boîte Ouais. qui est plus ou moins leader sur son marché, qui a fait appel à des investissements multiples. Et là, donc, on a un actionnaire de cette boîte qui décide du jour au lendemain d'aller monter sa propre boîte exactement sur le même marché et pour faire exactement la même activité et en plus de ça en utilisant les produits développés par la boîte dans laquelle il est actionnaire. D'accord. Donc là, on a notre client qui est le dirigeant en fait de l'entreprise initiale qui nous dit c'est juste inacceptable. Voilà. Et là, nous, notre travail, ça va être de regarder dans les accords, statut, pacte, s'il y a des choses avec lesquelles on pourrait protéger notre client contre ce type d'individu. D'accord. Voilà. Parce que là, on est un peu sur le terrain de la concurrence déloyale, non? Par exemple. Ouais, je sais pas moi, après je suis pas spécialisé, je vais pas te dire de bêtises, je suis pas avocate quand même. Mais ouais, c'est à peu près ça. Oui, c'est l'idée. D'accord. Ok. Et donc ça, il faut réagir rapidement, c'est ça? Et oui, il faut réagir rapidement parce que le client est dans une attente, dans une angoisse aussi. Et donc il faut pouvoir, parce que nous on a les éléments, lui donner une réponse en plus factuelle, c'est-à-dire tel article de vos accords dit ça, tel article dit ça. D'accord. Et concrètement, ça ressemble à quoi? Parce que tu vois, quand on est à la fac, on fait des cas pratiques, on nous dit qu'il faut faire comme ci, comme ça. Mais il y a souvent un décalage avec la réalité. Concrètement, qu'est-ce qu'attend un client de son avocat en termes de réponse? Est-ce qu'il attend une note juridique ou un cas pratique comme on peut les faire à la fac? Ou est-ce que c'est différent? Je pense que la première chose qu'attend un client, c'est la disponibilité. D'accord. Voilà, c'est quand je suis un client, je prends mon téléphone, j'appelle mon avocat, il doit répondre. Et ensuite, s'il ne sait pas répondre sur le moment, il me rappellera, après avoir fait soit la recherche, soit après avoir demandé des pièces, etc. Et ensuite, ça va aussi dépendre du type de client. Avec certains, on a un rapport assez, je ne vais pas dire amical, mais beaucoup moins formel. Donc on peut lui envoyer des SMS, des emails sans trop mettre les formes. Et puis avec d'autres, c'est beaucoup plus fourni, en fait, en termes de réponse.
D'accord. Mm, mm. Ok. Parce que moi j'avais en tête, mais peut-être que c'est ce que tu allais dire après, c'est la dimension d'écoute, c'est-à-dire que le client il a envie d'être surtout écouté quand tu dis qu'il tu Oui. dois être dispo évidemment, c'est-à-dire c'est quand il appelle et pas avant 1 heure. Mm, mm. Mais j'ai l'impression qu'il veut surtout que tu écoutes ses problèmes avant. Oui. Et après, si tu peux lui répondre, c'est mieux. Est-ce que j'ai raison ou Mm. je raccourcis un peu le... Non, non, il y a une partie de vérité, c'est-à-dire que le client va vouloir tout dire, donc remonter loin dans son historique, dans son affaire, pour être sûr que son avocat a tous les éléments pour pouvoir lui répondre. Donc c'est bon, on n'est pas psychologue, hein, mais ça fait partie du métier. D'accord. Ouais. Et c'est pas compliqué justement quand tu reçois plein d'informations Mhm. qui partent souvent un peu dans tous les sens. On Ça est arrive, d'accord, ouais. ça arrive. Ça fait penser vraiment au cas pratique des fois qu'on peut avoir à la fac Ouais. où 4 pages et tu te dis mais comment je vais faire pour les lire et Mm. traiter tout ça. Est-ce que ça ressemble vraiment à ça dans la vie ou... Ça y ressemble, ça dépend des dossiers, encore une fois. Ouais. Moi, j'ai un dossier perso en ce moment et j'ai reçu des pièces au début et c'est vrai que j'étais pas, j'ai pas reçu toutes les pièces dont j'avais besoin pour pouvoir traiter le dossier, donc j'ai appelé les administrations, etc. J'ai un peu poussé aussi ma cliente à me fournir plus de pièces et là j'ai pu enfin avoir toutes les infos que je voulais. Mais en fait, si tu veux, ce qui importe, c'est pas le nombre de pages de faits que tu peux avoir, comme dans les cas pratiques. Ouais. Ce qui importe, c'est d'avoir tous les faits. À la rigueur, même si c'est 150 pages, c'est pas grave, on le fait quand même. Donc je pense que c'est ça qui est important. D'accord. Mm. Et quand tu parlais là que c'était un dossier perso, qu'est-ce que Ouais. tu entends par là Ah oui, alors Tu peux expliquer un peu. Moi je pense que j'ai compris, hein, mais tu peux ok. expliquer un peu. Moi, je suis collaboratrice dans le cabinet dont je vous parle. Et le principe, c'est que dans le contrat de collaboration d'un avocat, il doit y avoir une clause qui stipule que cet avocat peut avoir des clients personnels. C'est-à-dire qu'il doit avoir déjà le temps de pouvoir les traiter. Et en plus de ça, le cabinet avec qui il était en collaboration doit lui fournir tout le matériel nécessaire pour pouvoir traiter ses clients. C'est-à-dire la photocopieuse, le téléphone, la salle de réunion, etc. Il y a quelques années, il y a eu beaucoup de requalifications de contrats de collaboration en contrat de travail parce que justement tous ces éléments manquaient dans la réalité, dans l'exercice en fait du métier de ces avocats. D'accord. Mm. Ok. Et donc toi aujourd'hui, tu as le temps de développer ta clientèle personnelle, c'est ça? Oui, c'est le cas. Ouais, Mm. c'est ça. Et donc quand tu disais un client, enfin un dossier perso, c'était Un une rapport, clientèle personnelle, quoi. Exactement. D'accord. Mm. Et est-ce que dans ta clientèle personnelle, tu es exactement sur les mêmes sujets? Oui? Alors, ça Ou c'est... non? C'est une bonne question ça, non? Oui, effectivement, c'est une bonne Oh, question. on arrive sur le point chaud, je pense. Comment je vais répondre? Tu as appelé ton avocat? Oui, voilà. Non. En fait, la vérité, c'est que quand on commence à exercer, on a surtout des demandes de nos proches, c'est-à-dire de la famille, des amis, de la famille des amis, etc. Donc les cercles que l'on connaît déjà, qu'on a déjà fréquentés. Et il arrive que ça tombe dans notre matière, mais il arrive que ça tombe aussi à côté. Donc là, c'est à nous de faire le choix. Et un avocat a toujours ce qu'on appelle une clause de conscience. C'est-à-dire qu'avant d'accepter un dossier, il doit se demander s'il est à même de pouvoir traiter ce dossier le mieux possible. Si ce n'est pas le cas, par exemple parce que ce n'est pas sa matière ou sa spécialité, la réponse est non, strictement. Et il conseille à la personne d'aller voir un confrère plus qualifié, tout simplement. Donc, Pas toujours le cas. c'est pas toujours le cas, ça c'était le principe. Maintenant moi, exception après. voilà. On va dire que j'ai eu la chance d'avoir un dossier qui est tombé dans mon cercle de compétences, dans mon champ de compétences. Et puis pour les autres, j'ai pu faire des conversations téléphoniques avec les personnes qui m'appelaient sur des sujets, pas que je maîtrisais, mais en tout cas qui demandaient simplement d'avoir fait 5 ans de droit et on pouvait tout à fait répondre sans difficulté. Voilà. Pour les autres, c'est redirection automatique vers des confrères. D'accord, ok. Ok. Bon, ça va, t'es proche de la déontologie, il n'y a pas de souci. J'essaye.
Mais c'est vrai que malheureusement, j'ai déjà entendu plein d'histoires, ou même des fois en tant que juriste, je me retrouvais dans des dossiers de contentieux face à une avocate ou un avocat, et on voyait tout de suite qu'il connaissait rien parce qu'il passait à côté de la moitié des demandes en fait. C'est le danger. On les a votés fois, on se dit mais vous savez, il faudrait demander ça pour votre client. Alors c'était pas contre nous évidemment, c'est parce qu'on des fois on était plusieurs parties dans le contentieux, mais des fois on avait de la peine pour la personne, on se dit elle va se retrouver sans rien parce que l'avocat connaît pas la matière. Il faisait par exemple droit du travail, et là c'était de la protection sociale, il disait que c'était proche, et en fait il était à la rue. Donc, mais ça, je pense que c'est la pire situation dans laquelle on pourrait tomber. Et ça arrive souvent, je trouve. Malheureusement. Enfin, de mon vécu, de ce que j'entends en tout cas, moi j'ai eu la chance de jamais avoir besoin d'avoir recours à des avocats. J'en connais beaucoup, mais j'ai jamais eu besoin de recours à eux. Mais ouais, effectivement, c'est un peu compliqué. Du coup, tu commençais à nous parler de ton quotidien. Donc, tu nous as dit que vous aviez un point hebdo toutes les semaines. Est-ce qu'il y a d'autres rituels comme ça ou d'autres routines la semaine ou la journée ou le mois? Il y en a. C'est un petit peu annexe à ce qu'on peut faire comme activité, mais par exemple, le mercredi soir, on a un prof de yoga qui vient au cabinet et on fait yoga tous ensemble. Et ça, c'est vraiment pas mal. D'accord. Oui, moi, j'en avais jamais pratiqué. J'étais un peu dubitative au début et finalement c'est super. Ça fait du bien et puis en plus de ça, on est avec les collègues un peu dans d'autres circonstances qu'habituellement, quoi. D'accord. Voilà, il y a aussi le goûter du vendredi soir. Ah, sympa. Ouais, c'est-à-dire que tous les vendredis soirs, on tourne et puis quelqu'un rapporte un petit quelque chose à goûter. Et encore une fois, alors, c'est pas nécessairement l'apanage en fait des petits cabinets, parce que dans les cabinets anglo-saxons que moi j'ai déjà fréquentés pour avoir fait mon stage final notamment dans l'un d'entre eux, il y a aussi très régulièrement des petites choses un peu annexes comme ça qui sont mises en place, très sympas. Donc c'est assez répandu en fait. D'accord. Ok. Parce que sinon, là, t'allais avoir plein de questions dans les commentaires. Mais Yasmine, t'es dans quel cabinet Ouais, c'est clair, moi aussi je veux y aller. Là, tu vas avoir les candidatures pleuvent. D'ailleurs, je me demandais, est-ce que le marché en ce moment il est tendu, les avocats, ou est-ce qu'il y a plus d'avocats que d'offres? Quand je dis tendu, c'est-à-dire est-ce que vous avez du mal à recruter, ou au contraire, il y a le choix, quoi. Moi, je pourrais pas répondre à cette question parce que je m'occupe pas du tout des recrutements dans mon cabinet. En plus de ça, je ne cherche pas non plus actuellement de collaboration, donc c'est vrai que je pourrais pas te répondre. Maintenant, il suffit simplement de voir le nombre d'élèves avocats qui sortent de l'école d'avocat et puis le nombre d'offres qu'il y a sur le marché, tout simplement, en fonction des matières aussi. Ouais, ça varie beaucoup. Oui. Je sais que dernièrement, il y a eu beaucoup de recherches d'avocats spécialisés dans la protection des données personnelles du fait de l'entrée en vigueur du RGPD, que tout le monde connaît maintenant. Alors, je ne sais pas si tous nos étudiants le connaissent, mais en gros, c'est le règlement de protection des données, effectivement, au niveau européen, et donc qui a été transposé en droit français, et c'est la CNIL qui porte ça en France. C'est bien ça. Voilà. Et donc, effectivement, oui, on en a vu beaucoup, on a aussi beaucoup d'offres, alors c'est peut-être plus pour les juristes, mais en conformité. C'est un peu lié des fois, les deux sujets sont liés. Oui, tout à fait. Ouais, effectivement, ça dépend beaucoup des domaines, j'ai l'impression. Alors c'est pour ça que j'enfonce un peu des portes ouvertes quand je pose des questions, mais faut l'entendre dire, mais sinon je le dis moi-même. Bien sûr. Mais ouais, effectivement, selon les domaines et les périodes, effectivement. Ouais, ok. Mais ouais, peut-être que moi je pensais plutôt peut-être que tu avais des amis avocats qui avaient peut-être du mal à trouver, ou au contraire qui trouvaient comme ça en claquant des doigts. De ce que j'ai vécu et des gens qui m'ont entourée et qui sont aujourd'hui avocats, on a tous trouvé notre place. Et quand je dis notre place, c'est vraiment le cabinet qui nous correspond, la matière qui nous correspond. Voilà. D'accord. Parce que moi j'ai connu aussi des avocats quand je fais un stage qui avaient fait par exemple, on va dire, je prends au hasard, droit des sociétés, et qui se retrouvent en droit de la protection sociale. Aucun rapport, tu vois. Et qui ont fait ça par défaut parce que sinon ils ne trouvaient pas de travail. Et toi, tu me dis que dans toutes tes connaissances, tous étaient dans leur spécialité. Oui, tout à fait. Alors, il faut quand même que je nuance parce que mes connaissances, justement, avaient déjà des champs de compétences et des domaines un peu particuliers. Par exemple, mon ancien co-stagiaire travaillait dans l'arbitrage.
Donc Ok. là encore, il faut trouver voilà, son cabinet dédié. Une de mes amies avec qui j'ai passé le CRFPA, elle maîtrise très bien le droit franco-allemand. Donc là, elle était un peu plus aussi sur un marché de niche en quelque sorte. Et voilà. Mais pour du reste, tout le monde a bien trouvé sa place. D'accord. Et si on revient du coup sur l'avocat en droit des sociétés, Ouais. concrètement son quotidien, est-ce que c'est plutôt passer du temps au tribunal Mhm. ou est-ce que c'est plutôt derrière son ordinateur dans un bureau, bien au chaud Caricature, mais c'est quoi concrètement? Ça ressemble à quoi une journée type? Je sais qu'il n'y en a pas, mais Mhm. si tu avais une journée type à décrire, ça pourrait être quoi par exemple? Eh bien, déjà, on ne met jamais les pieds au tribunal. Ça, c'est clair, parce qu'on n'a pas du tout d'activité contentieuse dans notre cabinet. Et donc moi, quand j'arrive et après avoir pris mon café, je check mes mails et je commence à travailler mes dossiers devant mon ordinateur, effectivement. Et voilà, ça va être essentiellement de la rédaction d'actes. C'est ce que nous, on fait. Voilà, rédiger les actes de session. Et puis quand on gère des... En fait, pour être plus précise, quand on gère des groupes de sociétés, on ne gère pas uniquement l'opération de cession ou d'acquisition, on gère aussi le quotidien des sociétés. C'est-à-dire les modifications statutaires, les transferts de sièges sociaux, etc. Donc il y a un côté un peu administratif, certes, mais qu'il faut bien faire. Ça c'est clair. Et on a des partenaires pour ça, c'est-à-dire des formalistes, à qui on envoie tous nos actes et qui procèdent aux formalités auprès du greffe. Et voilà. D'accord, comme pour les notaires en fait, il y a beaucoup d'études notariales aussi qui ont des formalistes. Parce qu'ils font beaucoup de dépôts Oui. et de publications. Et je ne savais pas que ça se faisait aussi pour les avocats. Ah si, tout à fait. Si on a un client qui nous demande par exemple la création d'une société, on lui rédige les statuts et tout ce qui va avec. Donc il signe les documents en version originale et puis nous on les transmet à notre formaliste qui va procéder au dépôt au greffe. Et formaliste, c'est un avocat également ou non? Non, pas du tout, ce sont des sociétés privées. D'accord. Oui. Ok. Ok, d'accord, il n'est pas du tout rattaché au cabinet là pour le coup. Absolument pas. D'accord. Ok, et tu sais un peu le profil qu'ils ont en général ou... C'est des juristes quand même ou Je pas crois forcément? que ce sont des juristes, en tout cas ceux que j'ai pu rencontrer. Et puis ils connaissent le process par cœur. Et voilà, ils sont au courant de toutes les nouvelles réglementations. Ce sont des professionnels en fait des formalités. D'accord. Ok. Ok, super. Qu'est-ce que j'ai oublié? Je sais pas si tu avais quelque chose à rajouter sur ton métier d'avocat, justement, qu'on n'aurait pas parlé. Tu nous as dit pourquoi tu as voulu faire ce métier, mais tu n'as pas parlé toute la partie concours, examen, on sait plus trop, du CRPA, comment ça se passe, quand est-ce que tu l'as passé, parce qu'en fonction de quand tu l'as passé, ça a un peu changé. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu tout ça? Oui, alors quand tu dis ça a un peu changé, je pense que tu fais référence à la réforme, c'est bien ça? Ouais, c'est ça, ouais. Alors moi j'ai eu la chance, je ne sais pas, on va dire la chance de passer le CRFPA la dernière année avant la réforme. Voilà, donc j'ai choisi procédure pénale, pour le coup, qui était pas vraiment dans mon domaine d'activité, mais ça m'a beaucoup plu. C'est ce qui m'a permis d'ailleurs de prendre le fameux dossier perso dont je parlais tout à l'heure. D'accord. Et en fait, alors comment ça s'est passé pour moi le CRFPA? Donc j'étais en Master 2. À la fin de mon Master 2, j'ai pris une semaine de vacances. Très important. Oui. Faut pas l'oublier celle-là. Oui, parce qu'en général, on n'a pas trop de coupures, je sais pas toi, mais entre les années, en général, on enchaîne un peu. Oui, mais là, je pense que c'était nécessaire pour se mettre dans de bonnes conditions avant de commencer la prépa privée que j'évoquais tout à l'heure. Alors ça, c'est aussi toute une grande question, les prépas privées, laquelle je prends, pourquoi ça coûte si cher, est-ce que je dois vraiment suivre leur programme bon. Ça serait quoi ton conseil justement par rapport à ça? Alors moi, j'ai choisi... alors est-ce que je peux le dire ou pas le nom? Oui, enfin moi j'ai aucun problème là-dessus, tu dis ce que tu veux là-dessus. Si t'as pas envie de dire, même pour le cabinet pour lequel tu travailles, tu dis pas. Peu importe. Ok, ça marche. Alors je vais quand même le dire parce que c'est une qui est très connue ici à Paris, c'est Pré-Barreau. Donc j'ai choisi cette prépa sur 2 mois intensifs, juillet et août, avant l'examen qui était en septembre. Ça s'est bien passé, mais parce que je l'ai bien voulu. Dans le sens où j'ai pas suivi le programme des cours, je suis allée à aucun cours, tout simplement. Par contre, j'ai récupéré les fascicules, qui sont pour le coup très bien faits et puis à jour. Et j'ai pu travailler de mon côté ces fascicules. Et je suis allée en revanche à tous les examens blancs.
Voilà, que ce soit écrit ou oraux. Très important pour moi, ça. Ensuite, c'est une période que j'ai vécue un peu seule, dans le sens où certains préfèrent travailler en groupe, mais moi j'avais vraiment mon propre programme. J'avais décidé que soit j'allais aux examens blancs, soit j'allais à la bibliothèque. Et finalement, ça a été. J'étais un petit peu comme dans ma bulle, quoi. D'accord. Voilà, ouais. Et j'avais juste donc une amie qui, elle, pour le coup, avait choisi une autre prépa. Alors ça, très pratique parce qu'on pouvait s'échanger les... C'est le bon plan, ça. Ouais. C'est Le clair. bon plan, c'est On pouvait échanger les sujets et puis aussi discuter des sujets. On n'a pas... Peut-être un petit peu vers la fin, on a un peu travaillé toutes les deux, mais c'était tout. Donc voilà, pas de grosse organisation, de gros groupes de travail, rien de tout ça. Et à la fin donc, de ces 2 mois de prépa, j'étais très fatiguée. Je pense que comme tout le monde à ce moment-là, on est vraiment au bout du bout. Et donc arrivent les examens, les écrits. Ça se passe. Et puis il faut immédiatement réviser les oraux. Donc là, pas le choix parce que on ne peut pas attendre d'avoir le résultat des écrits avant de commencer les révisions. Hein. Donc on commence les révisions des oraux et donc là on reçoit les résultats. On se dit c'est bon, j'ai les écrits, on peut y aller. On y va, et puis les oraux, c'est toute une histoire aussi, parce que quel sujet tu as eu au grand oral, sur quoi tu vas tomber comme type d'épreuve, parce que moi au grand oral, par exemple, j'ai eu un commentaire d'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme. D'accord. Comment ça se passe concrètement le grand oral? Est-ce que c'est comme un oral à la fac? Qu'est-ce qui change en fait? C'est comme un oral à la fac, il y a une convocation, un ordre de passage, on a 1 heure pour se préparer, dans mon souvenir. Et on a le droit à un certain nombre d'ouvrages, en l'occurrence les codes et puis d'autres. Et ensuite on arrive, on a 3 examinateurs en face de nous, un juge, un avocat et puis un professeur de droit universitaire, ouais. Exactement. C'est bien ça. Et ensuite on présente son oral. Donc c'est un petit peu comme ce qu'on peut vivre, je pense, pendant les examens classiques des semestres universitaires. Ça a l'air un peu plus costaud quand même, parce qu'une heure de préparation, c'est pas toujours le cas. Souvent on est à 10-15 minutes, c'est assez rare une heure quand même. Oui, c'est vrai. Ouais. Donc ça, le grand oral, c'est le dernier truc qui arrive dans le CRFPA. C'est le dernier truc, exactement. Donc les premiers examens sont des écrits. Oui. Et donc toi, t'avais quoi à passer? J'avais droit des obligations, j'avais la procédure pénale, et puis quelques petits écrits annexes. J'ai aussi après à l'oral choisi finances publiques, j'ai choisi aussi anglais. Ça c'était pas mal l'anglais, ça m'a un peu sauvé. Donc très pratique. Et, il ne faut pas négliger les petits écrits ou les petits oraux hein, parce que ça rapporte toujours des points. D'accord. C'est clair. Et voilà. T'as pas une spécialité aussi normalement à choisir J'imagine que tu as pris droit des affaires, mais... Non, justement, non. À l'époque, on n'était pas obligé de choisir une spécialité. C'est-à-dire que moi, j'avais pris la procédure pénale, mais j'étais pas obligée de prendre droit pénal à côté, en fait. Je crois que c'est obligatoire maintenant. Ah, d'accord. Ouais. Moi, j'ai jamais passé, mais je m'étais inscrit quand même. Ah, ok. J'avais la chance d'être boursier, donc pas payer l'inscription et de pouvoir me dire j'y vais pas. Et j'ai pas payé de prépa non plus. D'accord. J'ai préféré un stage en cabinet d'avocat, tu vois, comme quoi. Bon, j'en reparlerai pas parce que je suis pas devenu avocat, donc on imagine comment ça s'est terminé l'expérience. Mais c'est une très bonne chose à faire. Ce que je veux dire, moi j'avais souvenir qu'on t'avait le droit des obligations, t'avais pas le choix. Oui, effectivement. Il fallait que je choisisse soit procédure civile, soit procédure pénale. Moi j'ai choisi pénale. Procédure, voilà. Et ensuite t'avais une obligation, une spécialité à choisir. Je me souviens qu'il y avait droit social, droit des affaires, droit civil, droit public, enfin voilà, il y avait différents. Il n'y avait pas ça quand toi tu es passé? À vrai dire, je m'en souviens pas du tout. Voilà, j'en ai juste aucun souvenir. Donc t'as passé 2 mois à réviser. Ouais, voilà. Exactement. Mais j'ai l'impression d'avoir une de mes étudiantes par mail ou au téléphone qui dit j'ai tout appris mais j'ai tout oublié. Voilà. On était pareil à la fac. C'est clair. Ça fait un petit moment aussi maintenant, mais voilà. Oui, tu l'as passé il y a combien de temps, c'est maintenant? Je l'ai passé du coup en... Oulala, mon Dieu. Alors, en Master 2, juste après le Master 2, c'était en 2016, je crois. D'accord. Ouais, okay. C'est ça. On aurait pu presque le passer en même temps. Ah. J'ai fait le passer en 2015, ouais. Ok. Et j'aurais pu le passer en 2016 aussi.
Si j'avais voulu. Oui. Mais j'ai pas voulu. Ok, d'accord. Et Voilà. qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Ouais, donc tu as les écrits, tu as donc les grosses matières, les petites matières, le grand oral, Mhm. et après tu as les résultats au bout de combien de temps? Moi, ça devait être. J'ai pas de souvenir non plus de la période pendant laquelle j'ai attendu, parce qu'en fait, j'ai dormi toute cette période-là. Non, mais vraiment. T'as hiberné en fait. Ouais, exactement. Déjà, je me souviens que pour mon grand oral, j'avais révisé la spécialité sur laquelle je suis tombée. C'était le droit de la presse. Je l'avais révisé vers 2h du matin la veille, en fait. D'accord. Donc voilà, j'étais vraiment au bout du bout. Et j'ai dû passer, je sais pas, une semaine à dormir, une semaine à faire d'autres choses. Et puis ça devait être là, les résultats. Et donc à ce moment-là, je vais à mon IEJ. Moi, j'étais à Descartes. Et j'y vais avec mon ami, avec qui j'ai passé le CRFPA. Et puis on fait la queue. Alors là, c'est interminable. C'est une angoisse monstre. C'est pire qu'au bac? Oui, je pense, oui. Vraiment, c'est pire. Et puis on voit tout le monde donc défiler, l'accueil un peu en serpentin comme ça, on attend. C'est enfin à notre tour, donc on nous donne une simple feuille avec les résultats. Et puis alors mon ami et moi, on se met un petit peu de côté, on regarde pas tout de suite. Puis on ouvre, on ouvre la dite feuille, et quand on relève les yeux, on se regarde, on a le sourire toutes les deux, et là on se dit ouf, c'est bon. Vous l'avez vu toutes les deux? Ouais, effectivement. Super. C'est clair. C'est un gros soulagement, j'imagine, à ce moment-là. Oui, tout à fait. Alors moi, j'avais décidé que le CRFPA, c'était l'histoire d'une seule chance. Soit je l'avais ce moment-là, soit je ne le repassais pas. Parce que c'est pas quelque chose dont j'ai rêvé toute ma vie, en fait. C'était juste, pour moi, un examen comme un autre. Et si je l'avais, tant mieux. Et puis j'allais exercer une profession qui me plaisait a priori. Et si je l'avais pas, j'aurais fait autre chose sans problème. T'aurais fait quoi, d'ailleurs? Je pense que j'aurais fait juriste en entreprise. D'accord. Ouais. Dans le même domaine? Oui, droit des sociétés, Droit toujours. des sociétés, ouais. Donc plutôt dans un grand groupe, j'imagine. Oui, Peut-être oui. chez un de tes clients actuels. Bah voilà. Et peut-être que ça viendra aussi plus tard, non? Alors ça, c'est une question qui se pose à un moment, je pense, à tout avocat. C'est-à-dire, est-ce que je poursuis dans la collaboration dans laquelle je suis? Est-ce que je trouve une autre collaboration dans un autre cabinet? Est-ce que je fais du mi-temps pour développer ma clientèle personnelle? Est-ce que je monte mon propre cabinet? Ou alors est-ce que je change totalement de métier? Et, enfin, totalement. Ou alors est-ce que j'exerce en tant que juriste? Donc là, il suffit en fait de s'omettre du barreau. C'est pas une désinscription totale, hein, c'est juste une omission. Et ensuite, on peut aller faire juriste justement dans des entreprises, dans des grands groupes. Et si jamais on a envie de revenir à la profession, il suffit de se réinscrire. D'accord. Voilà. Donc c'est assez simple en fait, dans ce sens-là. Ouais, ça coûte un peu cher, mais c'est assez simple. D'accord, ça coûte combien son inscription en général? Alors pour souvenir, parce qu'une fille que je connais l'a fait il y a pas longtemps, je crois que la réinscription est à 800 €, il me semble. Peut-être. Ouais, quelque chose comme ça. Mais vous payez une cotisation annuelle quand même? Alors quand on est omis du barreau, on ne paye plus rien en termes de d'accord. cotisation. Oui. C'est véritablement une omission, mais une fois qu'on est réinscrit, oui, là c'est rebelote les cotisations. Et c'est un montant forfaitaire ou ça dépend des revenus, du chiffre d'activité? Non, c'est vraiment forfaitaire, pour hein. tout le monde, c'est pareil. C'est pareil pour tout le monde. Ouais. Ok. Ça pique un peu? Ça pique un peu. D'accord. Voilà. Ok. Bon, c'est pas plus que 800 € de toute façon. Non. Non, d'accord. Ok. Je sens qu'il y a un petit tabou sur le. Non, pas du tout, mais c'était simplement. C'est à prendre en compte en fait. Ouais. Ok. Oui. Oui, tu peux pas dire que t'es avocat et t'exerces pas à côté. Voilà. Ça, c'est un coup. Ok. Je pense qu'il y avait un sujet que tu voulais nous parler, on n'en a pas du tout parlé encore. Ok. C'est un peu de côté. C'est à côté de ton métier d'avocat, tu as une activité qui te tient à cœur. Oui, c'est vrai. Est-ce que tu veux nous en parler du coup? Ok. Alors tout à l'heure, j'évoquais l'association des avocats et juristes franco-berbères. Et je les ai rencontrés à un moment de ma vie où j'avais beaucoup trop de temps sur les bras et je savais pas quoi faire. Donc j'ai décidé de jeter un peu du côté des associations juridiques. Je suis tombée sur celle-ci. Et en fait, il s'avère que... alors, l'histoire de cette association est un peu complexe parce qu'après, ils ont pris une nouvelle dénomination qui s'appelle Juris Secours. Et en fait, cette association, elle fait de l'accès au droit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on met en place, auprès des services politiques de la ville, des permanences juridiques totalement gratuites
qui permettent aux justiciables, aux usagers, de se présenter et d'avoir accès à un avocat pendant 30 minutes de manière gratuite. Donc ça, c'est une partie des activités de l'association, dont moi je m'occupe aussi puisque je prends certains samedis matins pour aller faire ces permanences juridiques. Et on a aussi tout un tas d'autres activités, comme par exemple les points écoute femmes. Donc ça, c'est réservé aux femmes et elles peuvent exposer leurs problèmes de tout type de nature. Alors bien souvent, il s'agit de violences intrafamiliales, mais ça peut être autre chose aussi sans problème. Ensuite, on a les écrivains publics. Alors ça, c'est très important. Ils sont en général mis en place dans les mairies annexes et ça permet aux personnes qui ont du mal à lire, du mal à écrire ou ne serait-ce qu'à rédiger, à répondre à des courriers un peu officiels, un peu administratifs, d'avoir quelqu'un en face de soi qui va le faire avec lui. Voilà, on a aussi de l'éducation à la citoyenneté dans les écoles. Alors ça, c'est super. En fait, on va dans les classes ou dans les aides aux devoirs qui sont organisées après les cours. Et on explique aux enfants ce que c'est que la différence entre la République, la démocratie, quels sont les symboles de la République, qui ont été les présidents de la Ve République, etc., etc. Et ça, c'est vachement cool, je trouve. Tu l'as déjà fait? Ouais, une fois, ouais, c'était vraiment sympa. Tu l'as fait dans une classe Alors, c'était pour de l'aide aux devoirs qui était justement organisée par une autre association de la ville. Donc là, pour le coup, on avait des enfants de tous âges. Et en fait, ils savent beaucoup de choses, mine de rien. Ouais. Et ils sont super intéressés. Je pense aussi que ça leur permet d'éviter de faire leurs devoirs pendant ce temps-là. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Et puis ils ont peut-être pas l'habitude de rencontrer des professionnels du droit, en fait. Non, je sais pas. Tout à fait. Non, mais c'est bien le cas parce que au tout début, on se présente à eux. Donc, à ce moment-là, j'étais avec la directrice de Juristes Secours. Elle explique qu'elle est juriste. Ensuite, elle explique que moi, je suis avocate, quelle est la différence entre les deux, quels sont nos métiers. Donc, ouais, il y a beaucoup de pédagogie. D'ailleurs, quelle est la différence entre les deux métiers? Si on a la même définition. Moi, j'ai une définition un peu juridique, toute simple, c'est-à-dire qu'un juriste va travailler dans une entreprise, c'est un salarié, et il est donc soumis au droit du travail, tandis qu'un avocat, c'est un libéral, et voilà. Moi, souvent je dis que c'est la même formation, le même profil, à la différence que l'avocat lui fait une spécialisation quand même importante, d'où les CRFPRL, CAPA, etc., sur la procédure et donc va pouvoir plaider et représenter les personnes, ce qui n'est pas le cas du juriste. Alors là, moi je le distingue bien comme ça, en général c'est vraiment la différence, parce que quand tu parles d'un juriste, 3/4 des personnes, je sais pas toi, mais ça fait que toi t'as pas ce problème-là, parce que tu es avocate, mais oui. moi j'ai dû le faire souvent. D'accord. T'es pas avocat, mais t'es quoi? T'es juriste? Tu fais quoi? C'est quoi un juriste? Moi, je comprends. Même des étudiants des fois en droit qui me demandent c'est quoi un juriste? Mais faut pas leur en vouloir. Moi, je veux dire, quand on est étudiant en droit, c'est aussi un peu un flou tout ce qui se passe après. Enfin, je veux dire, pour moi, ça n'a pas été parce qu'encore une fois, j'ai pu rencontrer des professionnels assez tôt, en fait. Et puis j'étais aussi assez curieuse, donc je posais des questions. Mais je comprends qu'on ne puisse pas tout savoir à ce moment-là. Et quand tu dis que tu as rencontré des professionnels, c'était uniquement l'expérience que tu as racontée tout à l'heure, ou est-ce que tu as fait aussi des stages ou des forums, ou je sais pas? Alors, c'était surtout cette expérience dont je parlais. Et alors après, plus tard, oui, les stages, super importants, je pense. Mais pas uniquement, aussi toutes les activités, toutes les expériences professionnelles qu'on peut faire à côté. Moi, par exemple, j'ai commencé l'été à travailler dans des banques. Alors ça aussi, super intéressant. On apprend ce que c'est que les process, on apprend ce que c'est que la réglementation bancaire, etc. On apprend ce que c'est que d'avoir des clients en face de nous aussi, qui sont parfois pas très contents parce qu'il s'agit quand même de leur argent. Et voilà, donc ça c'était... Donc t'as été au guichet, c'est ça? Ouais, j'ai été au guichet. Alors pas uniquement parce que j'ai fait ça dans deux banques, mais oui, j'ai eu une partie guichet, en effet. D'accord. Voilà, et puis oui, des petits stages pour commencer quand j'étais en L2. Par exemple, dans une entreprise qui fait... alors, comment est-ce que ça s'appelle? En fait, leurs clients, ce sont des grandes entreprises qui parfois ont besoin d'envoyer des salariés à l'étranger, donc des expatriés. Et pour ça, il y a besoin d'un certain nombre de documents, de procédures à faire, et c'est cette entreprise-là qui s'en occupe. D'accord. Voilà, ça aussi je connaissais pas, donc nouvelle activité à découvrir. Enfin, moi j'aime trop les stages, j'aime trop tout ça. Et d'ailleurs, comment tu faisais pour retrouver ces stages ou ces expériences professionnelles? Tu t'y prenais comment?
Bah, moi, je n'ai pas de réseau initial, je connais pas quelqu'un qui connaît quelqu'un. Donc, je fais un peu comme tout le monde a l'habitude de faire. Le réflexe, c'est d'aller sur Internet. Donc, j'y vais et puis je vois qu'il y a sur l'étudiant un certain nombre d'offres. Donc, je réponds à ces offres et puis en général, ça se passe plutôt bien quand on m'appelle en entretien. D'accord. Et ça, c'est bien aussi parce que ça forme justement aux entretiens, ça forme à répondre à des questions. Puis après, on sait aussi à quelles questions on n'a pas envie de répondre. Et ça t'a aidé, ça, pour la suite? Ah ouais, oui, ça permet de travailler sa diction à l'oral, ça permet de travailler aussi son parcours, d'expliquer son parcours de manière cohérente, pourquoi j'ai fait ça, pour faire ceci ensuite. Donc oui, c'est clair, pour moi c'est indispensable, l'expérience professionnelle, vraiment. Et peu importe cette expérience, vraiment, tout est bon à prendre. Tout est bon à prendre. Moi, à un moment, j'ai été hôtesse d'accueil à la Chambre de commerce de Paris, qui est avenue de Friedland. Et bah même là, c'était génial parce que j'étais un peu de l'autre côté de la barrière, mais en même temps, on recevait dans les conférences voilà, des présidentes partout dans le monde, des grandes écoles, etc. Et parfois, quand ils veulent bien nous adresser la parole, bah, on a des échanges intéressants. Ouais, c'est top. Ouais. Ouais, je suis totalement en phase avec toi, c'est-à-dire que chaque expérience, même quand elle se passe mal, t'apprends quelque chose. Ah oui, je suis bien d'accord. Et d'ailleurs, t'as déjà eu une expérience professionnelle qui s'est plutôt mal passée? Plutôt mal, je dirais que... Ou pas agréable, non. peut-être? Non, pas spécialement. Non. Non. Après, voilà, dans les stages en cabinet d'avocat, parfois on nous demande un certain nombre de choses, on n'est pas capable de répondre à ces attentes. Et effectivement, on se fait reprendre, mais c'est tout naturel, puis ça dépend aussi des gens avec qui on travaille. Et t'avais fait des stages en cabinet avant de passer de CRPA, par exemple? Oui, tout à fait. T'avais fait quoi comme stage? J'avais fait un stage toujours en droit des sociétés, dans un cabinet aussi à taille moyenne. Plutôt petite en fait, c'est ce que j'ai essentiellement fait. Et pendant l'été, donc c'était 4 mois. Voilà, ça s'est bien passé. C'est pour ça aussi que j'ai continué en fait dans cette matière. D'accord, t'étais en master ou t'étais en licence? À ce moment-là, j'étais en master, ouais. Ouais. Tout à fait. Et en licence, t'es arrivé quand même à trouver des stages juridiques? Bah, encore une fois, celui que j'ai fait dans l'entreprise qui s'occupe des expats. Donc là, il y avait quand même une partie un peu juridique. Mais en cabinet, réellement, non. Je pense que si j'avais vraiment cherché, j'aurais pu. D'accord. Ouais. Ok. J'ai l'impression que c'est assez compliqué quand même en licence. Sans réseau, hein, je parle, hein, Ouais. évidemment. Parce que sinon, si on a de la famille, ou des amis, ou des parents dans le cabinet, c'est plus facile. Mais c'est vrai que quand on part de zéro, ouais, c'est assez compliqué. Ouais, je suis d'accord, mais il y a une possibilité. D'accord, ok. Ouais, ça c'est ma conviction. En fait, c'est aussi ce que je voulais dire. Je voulais en profiter parce que bon, tu me donnes la parole, donc j'en profite. Oui, je t'en prie. En fait, pour moi, ici en France, c'est juste un bon système parce qu'on permet aux étudiants après le bac d'entrer dans des universités, d'avoir accès à des cours donnés par des sommités dans leur domaine, d'avoir un suivi aussi avec les chargés de TD. Donc ça, c'est super. Moi, j'aime bien le côté cours magistral et puis TD d'application à côté. Et puis surtout, c'est gratuit, quoi. Et ça, c'est juste dingue. Ouais, c'est juste hallucinant, quoi. Ouais, donc moi, je suis à fond derrière ce système. Alors c'est vrai que des fois sur internet ça m'arrive de le critiquer un petit peu parce que... Ah ouais, oh pardon. Mais non mais je dis pas que c'est... Forcément il y a des choses super. En fait malheureusement c'est que des fois il y a des fonctionnements, c'est plus dans le fonctionnement des fois où malheureusement ça va pas dans le sens plutôt de la pédagogie et du coup derrière c'est de l'expérience des étudiants qui est moins bonne. Ouais, qui empathie. On a tous connu des cours ennuyants ou des personnes qui n'aimaient pas être là, ça se sentait, donc forcément passer un sale moment. Oui. Ou en tout cas on l'a entendu, on l'a pas vécu. Voilà, il y a des choses comme ça, et c'est plus là-dessus que je critique, c'est pas les personnes en elles-mêmes qui sont dedans, mais c'est plus comment on les met à des endroits qui sont pas le bon endroit en fait. Ouais, mais je suis d'accord, et puis tout système est bon à critiquer aussi, hein, parce qu'il y a un système, il y a aussi des perversions, etc. Mais je pense que, ou en tout cas c'était mon état d'esprit quand j'étais étudiante, si on joue le jeu, et ça c'est vraiment ma conviction, si on joue le jeu, qu'on va en cours, parce que moi j'allais en cours tous les jours quand j'étais à la fac. T'es étudiante modèle alors? Je dirais pas ça parce que j'étais pas brillante ou quoi que ce soit, alors vraiment pas, mais en revanche j'étais présente. J'étais là, je faisais les TD qu'on me demandait de faire,
Et c'est comme ça que j'ai réussi à avoir mes années au fur et à mesure. C'est pas plus compliqué, hein. Donc, Ça dépend pour qui. Ah. Je parle pour moi parce que j'ai redoublé une année, mais D'accord, bon, bon, ça il y a arrive. toujours plein de raisons pourquoi on redouble C'est ou clair. pas. Des fois, ça se joue à pas grand-chose. Moi, j'ai validé ma première année à 10,01 Ah oui. avec un point de jury. Donc autant te dire que j'aurais pu déjà redoubler dès la première année. Donc ça n'a pas eu pour deuxième. Du coup. Mais tu sais, justement, en parlant de ça, moi, pour mes écrits, alors ça, par contre, je m'en souviens très bien, pour mes écrits du CRFPA, j'ai pas eu 10. J'ai eu 9,96. Et on m'a accordé par le jury d'avoir 10. Donc là, je me dis, waouh, c'est ma chance, faut absolument que je cartonne les euros parce qu'ils ont bien voulu me donner les écrits. Et c'était incroyable parce que je me souviens d'une jeune fille qui passait l'examen à ce moment-là et qui va voir le directeur de l'EJ et qui lui dit « Monsieur, c'est la 3e fois que je le passe, j'ai pas d'autre chance et j'ai 9,94. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait me le donner, quoi, qu'on me laisse ma chance ?» Et pas moyen. C'est une décision du jury. D'accord. Voilà, parfois c'est vrai que c'est un peu Donc soit ça joue sur quoi? Sur ton dossier Je pense qu'ils ont regardé... Bah non, c'était simplement mes écrits en fait. Ils ont regardé à mon avis les matières principales qu'il fallait passer dans le droit des obligations et la note de synthèse et qu'ils ont regardé quelles étaient... Note de synthèse, je l'ai oublié ça. qu'ils ont vu que pour celle-ci j'avais eu des notes correctes mais un petit peu moins dans les matières annexes. Je peux qu'imaginer parce que j'ai jamais eu le jury en face de moi, mais tout ce que je sais, c'est qu'ils m'ont donné ma chance en fait. D'accord. Donc en fait, ta carrière d'avocate, c'est jouer au jury. Ouais. Parce que ça se trouve, en fait, on ne serait jamais devenu avocate. Clairement, je l'aurais pas repassé. Tu serais même pas là, on serait même pas en train de discuter. Ouais, c'est clair. Même pas. D'accord, ok. Ouais, c'est incroyable comment ça joue à pas grand-chose, ouais. Effectivement. Et mince, j'ai perdu le fil. Oui, la note de synthèse. Ça t'a fait peur, ça non, pas vraiment, puisqu'on nous prépare bien à la prépa, justement. On m'a donné une méthode que j'ai appliquée. J'ai eu, en fait, certaines moyennes quand j'étais à la prépa. Et puis, le jour J, il s'est avéré que j'ai eu la même moyenne. Donc, j'étais pas surprise plus que ça. La méthode fonctionnait. Alors, mon amie avec qui je l'ai passée, elle, par contre, c'était toute une autre histoire. C'est-à-dire qu'elle arrive une demi-heure avant la fin, qu'elle a encore rien rédigé. Et donc là, elle a un coup de génie. Alors, je sais pas si je devrais le dire parce que du coup, tout le monde va l'avoir. C'est qu'en fait... Peux tenter. Ok, bon. Je lui vole pas la paternité, hein, c'est pas moi. C'est que elle a pris donc la note de synthèse et en première page, il y a le déroulé en fait de tous les documents. Ouais. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que dans la note de synthèse, on est obligé de tous les citer. Et donc elle a pris cette page-là et que juste à partir de ça, sans revenir sur les documents, elle a rédigé en faisant bien attention à ce qu'ils soient tous présents. Et voilà, elle avait déjà préparé son plan plus ou moins dans sa tête. Et avec la première page, on peut rédiger la note de synthèse. Bah écoute, moi je me souviens d'avoir fait des entraînements notes de synthèse et c'est exactement comme ça que j'ai fait la première. Ah bon? Là j'ai parcouru tout le dossier, j'ai réfléchi un peu à la problématique, c'est de faire un plan qui tient à peu près la route. J'ai passé vraiment beaucoup de temps sur le plan, enfin, un plan béton et simple mais béton. Et après ouais, j'ai essayé de caler tous les documents dedans effectivement et puis après j'ai rédigé en ingé. Bon, j'ai oublié quand même 2 documents. Mince, c'est dommage ça. Mais j'ai quand même eu 10 sur 20. À ma première note de synthèse. Hyper honorable. Ouais, j'étais fier de moi quand même à l'époque. Ouais. Mais non, finalement, je ne suis même pas passé CRPA. Voilà. Dommage. Je pense que les gens vont me détester s'ils entendent ça et qu'ils galèrent sur ma note de synthèse. Et surtout, clair. J'en avais jamais fait en fait, parce que des fois, à la fac, on a la chance d'en faire. Oui. Si tu fais une prépa, tu as la chance d'en faire. Oui. Moi, c'était l'entraînement à la fac, des fois, à la fac, tu avais des notes de synthèse entraînées comme ça. Enfin, c'était le samedi matin pour nous. C'était à l'IEJ. Et en fait, j'y suis allé comme ça un matin. Voilà, c'était un samedi matin, il y en avait qui mangeaient, d'autres qui parlaient. Enfin, c'était un peu n'importe quoi, parce que c'était pas surveillé en fait. Et moi, je me suis mis à fond et je me souviens, j'ai fini en 4 heures. J'ai même dormi au milieu, j'ai fait une micro-sieste. Je raconterai ça plus tard, mais voilà, je faisais beaucoup de micro-siestes. Ouais, enfin, surréaliste. Okay. Je suis reparti, je me suis fait 10, je me suis dit, ah ouais. Énorme, trop facile. J'ai oublié des documents. Ah ouais. Mais ça, normalement. Une 12 ou 13, je sais pas. Alors, moi, il me semblait qu'il donnait pas la moyenne quand on oubliait des documents parce que c'était vraiment un prérequis, mais là, elle devait vraiment être bonne dans ce cas. Cette note-là. Ouais, c'est sûrement. Ouais, c'était marqué style très clair, très précis, mais j'avais tenu vraiment 3 pages et demie, 4 pages. Ouais, si on ne demande pas plus en réalité. Bah non, justement, ouais. Faut pas dépasser 4 pages, je crois. Ouais, je crois que c'est ça, ouais. Non, j'étais plutôt content. Ouais.
Enfin bref, on n'est pas là pour parler de on parlera une autre fois, ce sera un interview une autre fois. Je regarde juste... c'est un peu décousu, on va revenir sur la permanence juridique, ça m'intéresse. Parce que je me souviens quand moi j'étais en première année, je dis je commence à apprendre du droit, j'ai envie de faire des trucs de permanence. Super, en première année déjà, Et ouais, il me disait, mais non, en fait, en première année, c'est pas assez, c'est pas possible. C'est pas possible. Et donc je me souviens que j'avais un ami quand même qui en faisait un petit peu. Et donc du coup, des fois, ça m'est arrivé d'y assister. Et c'était intéressant. Mais c'était vraiment dans une mairie, dans une petite ville, enfin voilà, en Seine-et-Marne, enfin un tout petit truc. Donc c'était une personne qui était reçue, voilà, un petit cas. C'était presque en amont du juge de proximité en fait. D'accord. Un médiateur judiciaire, exactement. Ok. Voilà, donc mais vraiment là, en consultation individuelle. Et je me demandais comment ça se passe dans le cadre de l'association justement à laquelle tu interviens. Qui peut demander de l'aide, comment ça se passe, où est-ce que ça se passe, enfin voilà, tous des détails, pour qu'on puisse se projeter un peu. Bien sûr. De manière très pratique, moi je peux faire ça que le samedi matin parce que j'ai des obligations professionnelles, voilà, je travaille pendant la semaine. Certains avocats le font pendant la semaine, eux, parce qu'ils le peuvent. Donc moi le samedi matin c'est entre 10h et midi. Donc sur 2 heures j'ai le temps de prendre 4 personnes, donc une demi-heure par personne. Et donc, l'association nous fournit des fiches dans lesquelles on remplit l'identité de la personne et puis la problématique que vient exposer la personne. Alors comment celle-ci a eu accès à cette permanence? C'est soit par des connaissances, soit en appelant la mairie qui redirige, soit en appelant des services administratifs qui ont l'habitude de travailler avec ces permanences juridiques. Et une fois qu'ils ont leur rendez-vous, donc ils se présentent. Moi, en l'occurrence, c'est à la Maison des services publics de Drancy que je fais ça. Et ils se présentent, le plus souvent, en fait même tout le temps, ce sont des locaux, donc des personnes qui habitent Drancy. Pourquoi ça? Parce que on est financé par des fonds publics et qui sont alloués notamment, donc pas exclusivement, mais aussi par les villes. Donc la ville finance cette permanence juridique pour ses concitoyens. Voilà, ce qui est normal. Et selon chaque permanence juridique, parce qu'il n'y a évidemment pas qu'à Nancy, on en a partout en Île-de-France, on reçoit les personnes qui habitent dans la ville en question. Et les problématiques qui sont posées sont diverses et variées. Voilà, il y a un grand éventail. Et moi aussi, j'ai en fait, avant de faire tout ça, assisté à des permanences juridiques avec des juristes de l'association. Non seulement ça, mais j'ai aussi fait une remise à niveau de mon côté dans les matières du droit du travail, du droit des étrangers, du droit de la famille, etc. Et en général, ce sont des problématiques sur ce type de questions qui sont posées. D'accord. Ok. Et donc, ouais, t'as dû te remettre à niveau parce que c'était pas du tout ta spécialité. Donc, En fait, il n'y a pas besoin d'être spécialisé, je pense, pour faire ce genre de permanence. C'est-à-dire qu'on a fait nos 5 ans de droit, donc c'est suffisant, en fait. Maintenant, c'est vrai que le droit de la famille, par exemple, j'en ai fait en première année, donc il a fallu se remettre un peu dedans quand même. Et de toute façon, si on n'est pas à même de répondre immédiatement à la personne, on peut très bien la recontacter pour lui redonner, après avoir fait des recherches, un peu notre réponse. D'accord. Et alors attention, parce qu'il ne faut pas confondre, c'est bien de l'information juridique, parfois de la redirection vers d'autres organismes, etc., mais pas du conseil. Parce que le conseil, c'est vraiment réservé aux avocats. Bah oui, mais voilà. Comme tu es avocate, moi je pensais que tu en faisais quand même dans la permanence juridique. Non, pas le droit. D'accord. C'est de l'information juridique, ouais. Et même si tu as le statut d'avocat, tu peux pas le faire en dehors d'un cabinet d'avocat, c'est ça? Oui, tout à fait. D'accord, ça je l'avais pas en tête. Okay. Pareil, déontologie. Ok, d'accord. Et il y a ce qu'on appelle l'interdiction du droit de suite, c'est-à-dire que quand je reçois ces personnes, je peux pas leur donner ma carte, très clairement. Voilà. D'accord, donc ils n'ont pas le droit de devenir tes clients après? Non, sauf dérogation après demande au bâtonnier, ce qui est quand même un gros montage pour pas grand-chose. Ouais, d'accord. Donc ça veut dire qu'ils viennent pour un problème, tu les informes correctement, ils sont contents, ils n'ont pas le droit de te prendre en avocat? Non. Mais t'as le droit de leur donner la carte d'un ami? Faire appel à un ami. C'est ça, c'est un peu ça. En théorie, on va dire oui.
Non, après, c'est Non, l'association. L'association elle-même a donc son pool d'avocats qu'elle connaît bien selon leur spécialité, etc. D'accord. Et si le dossier a besoin d'aller plus loin et d'être pris par un avocat, alors dans ce cas, ça se passe entre le client et l'avocat. Il y a une mise en place d'une convention d'honoraires, etc. D'accord. Oui, Et classique. toujours dans le cadre légal, en fait. D'accord. Toujours. Toujours, oui. Ouais. Évidemment. C'est avocat qui sortirait du cadre légal. Quelle idée. C'est clair. Et du coup, pourquoi tu as décidé d'intégrer cette association? Qu'est-ce qui t'a poussé à le faire? Bah, encore une fois, à ce moment-là, j'avais trop de temps sur les bras, j'avais trop de temps libre. Je sais pas trop si je peux le dire, mais à ce moment-là, en fait, j'étais en PPI. Et donc, je m'ennuyais un petit peu. Je finissais à 17h, 18h. Le week-end, j'avais rien à faire. Donc, pour moi, il fallait mettre ce temps à profit, quoi. Et puis, en plus de ça, non seulement je donne, mais aussi ça m'apporte. Enfin, ça me donne l'habitude d'avoir des clients en face de moi, avec telle ou telle question. Ça m'apprend à répondre, en fait, tout simplement, quoi. Parce que on n'a pas forcément l'habitude de faire quand on vient de débuter dans le métier. Surtout que toi, tu es dans une spécialité où tu vas pas au tribunal, Voilà. je sais pas si tu fais quand même des consultations juridiques. Non plus. Non plus, hein. D'accord. En fait, tu reçois des pièces, des dossiers, Voilà. et tu les examines et tu les... On a vraiment notre portefeuille client et puis on gère leurs demandes. D'accord. C'est vraiment mais ça. tu vas jamais les rencontrer Si, on est amené à les rencontrer, de temps en ouais, temps, tout à fait. D'accord. Mais c'est pas comme une consultation juridique que tu peux faire en permanence, par exemple. Non, pas du tout. Ouais, ou même en droit pénal quand t'es commis d'office, ce genre de choses. Non. Ouais, d'accord, ok. Non, j'essaye de bien présenter ton quotidien qui, Oui. en fait, d'une spécialité à l'autre, est totalement différente. Mais pour moi, c'est pas du tout incompatible. Je veux dire, j'ai pu, par exemple, avoir un maître de stage qui était donc, tout comme moi, spécialisé en droit des affaires, mais qui, à côté, faisait des comparutions immédiates et était, pour le coup, commis d'office. Voilà, parce qu'il avait légitimité à être avocat en comparution immédiate. Ça, c'est quelque chose d'assez incroyable. Il faut aller voir, je pense, les comparutions immédiates. En fait, c'est quand les gens sont interpellés en flagrance, en général, le plus souvent plutôt, et qu'ils sont, moins de 24 heures après, présentés au juge, en fait. Voilà, et ils ont le droit à un avocat. Ouais, on le voit des fois à la télé, ou dans les films. Ça doit pas être évident en tant qu'avocat de... Ouais, j'avoue que moi, je le ferais pas. Tu le ferais pas, ouais. Non. Ouais, c'est impressionnant, ouais. Bah, on a quelques minutes pour prendre connaissance du dossier, c'est-à-dire les pièces qu'on peut avoir sur la personne qu'on a en face de nous. Et après, 1 heure peut-être pour préparer la défense de toutes les personnes qu'on a vues et ensuite aller plaider quand c'est notre tour. Donc, d'accord. ça se passe sur une journée et c'est ultra intense. Ok, d'accord. Donc en fait, t'as une journée où tu fais que ça. Ouais. D'accord. Ah ouais, c'est costaud. Ouais. Moi, je pensais que tu pouvais en avoir que 2 ou 3 et repartir. Non. D'accord. Ah non, en fait, on a vraiment que 2 ou 3 personnes qui viennent pour le coup en une interview avec l'avocat. Ouais. Mais le temps qu'on passe, c'est-à-dire que toutes les affaires soient appelées par le magistrat, là, ça peut prendre toute la journée, ouais. Ah oui, c'est ça qui prend du temps en fait. Exactement. Donc pendant ce temps-là, tu prépares la défense, c'est ça? On peut, oui. Ou tu bosses sur d'autres choses? Ouais, c'est ça. Tu fais ce que tu veux en fait. D'accord. Ok. Et par contre, quand tu es en permanence juridique, enfin parallèle, là tu prépares pas du tout les cas, c'est-à-dire que les personnes arrivent, tu découvres au fur et à mesure qu'elles te parlent, c'est ça? Ouais, en fait le plus compliqué c'est de démêler vraiment déjà quels sont exactement les faits, parce que parfois les gens se perdent, mais encore une fois on peut pas leur en vouloir, je veux dire c'est leur manière de s'exprimer, de ressentir les choses et leur vécu, et nous on essaie de recentrer un peu sur oui mais alors quels sont les faits, qu'est-ce qui vous amène exactement, quels sont pas forcément quelles sont vos questions parce que c'est à nous de les anticiper en fait. Ouais. Et voilà. Ok, d'accord. Donc si je résume, tu peux pas préparer. Non. Tu dois essayer de comprendre ce que les personnes veulent dire et quel est leur problème pour pouvoir y répondre. Ouais. Tu n'as que 30 minutes. Ouais. Et tu peux pas après assurer le suivi parce que sinon ça devient du conseil après. Ok, d'accord. Voilà. Pas évident, hein, c'est un peu le grand écart avec le métier d'avocat. Ok, d'accord. Ouais, mais c'est top. Ouais, c'est top. Du coup, tu rencontres vraiment des personnes, je pense, très différentes et je pense qu'elles n'ont rien à voir avec les clients que tu peux avoir en cabinet. Oui. Qui sont vraiment différents. Quoi. Oui, parce qu'encore une fois, les questions qui sont posées ont trait au droit pénal parfois, au droit de la famille, avec des problèmes intrafamiliaux qui sont parfois assez lourds, etc. Donc rien à voir avec ce que je peux faire dans des sociétés, c'est clair. D'accord. Ok. Je
sais pas si on a tout vu, je crois. Après, j'ai gardé quelques petites questions de conclusion, mais ça fait un petit moment qu'on est en train de parler. Ok, ouais, je m'en rends pas compte, ouais, d'accord. Donc voilà. Ouais, j'ai surveillé là parce que tu m'as dit, faut pas que tu partes en retard. On peut le dire ou pas? Ouais, vas-y. Demain, je passe le permis. Permis de conduire, exactement, voilà, ouais. Je veux pas que ce soit de ma faute si tu l'as pas. Ouais. Je veux que tu dormes bien. Merci. Moi, j'avais une petite question. Okay. Est-ce que du coup, comme tu as fait du droit, oui. Est-ce que tu lis régulièrement? Est-ce que ça t'arrive de lire en dehors de tes dossiers de fusion-acquisition? Je lis beaucoup. Je suis désolée, je vais quand même y revenir, mais dans mes dossiers, oui, je lis beaucoup. En fait, je suis quand même amenée toute la journée à vérifier parce que dès que j'apporte des réponses, que ce soit à l'associé avec qui je travaille en équipe ou au client directement, il faut que je sois absolument sûre de ce que je dis et que j'ai mes fondements. Bon, ça c'est une chose. Mais à côté, moi je suis quand même issue d'un baccalauréat littéraire, donc effectivement j'ai toujours aimé la lecture. Et dernièrement, je m'y suis remis un peu plus intensément, dans les transports notamment. Et parfois entre midi et deux, voilà. Donc ouais, ça me plaît pas mal. Et tu lis quoi en ce moment? En ce moment, je lis Les Thanatonautes de Bernard Weber. C'est un roman qui... en fait, c'est presque un roman d'anticipation. C'est les Near-Death Experiences, donc les gens qui sont tombés dans le coma, qui étaient proches de la mort et qui sont revenus et qui vont vous expliquer qu'en fait, il y a eu une grande lumière, qu'en fait, après, c'est le paradis, qu'ils ont entendu des voix, qu'ils ont vu des anges, etc. Et dans les Thanatonautes, ils ont décidé de mettre en place un véritable protocole scientifique pour faire mourir les gens, mais tout juste à la limite, qu'ils aillent voir ce qui se passe derrière. Donc, qu'est-ce que c'est que la mort, en fait? Et ensuite, qu'ils puissent revenir et raconter à tout le monde la grande question de la vie. D'accord, voilà. D'accord. Et quand tu dis que tu lis beaucoup, tu lis combien de livres en général? Alors, en fait, beaucoup, ça n'a pas trop de sens pour moi parce que ça dépend du temps qu'on a, de l'envie aussi qu'on a. Parfois, on est plus série que livre, par exemple. Mais dernièrement, j'ai fait un peu le plein, la Fnac, donc... donc ouais, pas mal. Puis en ce moment, c'est toujours un petit peu le même thème. C'est-à-dire que dans les Thanatonautes, il va évoquer les cultures du monde entier sur ce qu'il y a après la mort. Et là, en l'occurrence, il évoque aussi le livre des morts tibétain. Donc j'ai acheté ce livre en question. Et il est préfacé par le représentant du Dalai Lama en France. Donc un mec génial et super à lire, donc pas mal aussi. D'ailleurs, si tu devais recommander un livre parmi tous ceux que tu as pu lire, lequel tu recommanderais en particulier? Oh là là, il y en a beaucoup. Voilà, je te laisse 3. Je vais choisir 3. Alors, de ce que j'ai beaucoup aimé de mes études littéraires, c'était La promesse de l'aube de Romain Gary. D'accord. Ensuite, un livre que m'a fait découvrir ma tante, c'est L'Alchimiste de Paulo Coelho. Bon, là, on est plus dans le roman, effectivement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ça me donne des idées de lecture comme ça. Ouais. Et peut-être aussi pour les étudiants qui nous écoutent, ça peut... Bon, j'en ai pas d'autres en tête, mais... Ouais. Ah, je sais pas, tu m'as dit que t'en avais plein. Je sais pas, c'est étrange. Et donc du coup, en général, tu lis plutôt essentiellement des romans ou ça t'arrive de lire d'autres types de livres? Non, je lis aussi d'autres types de livres et notamment, il y avait des thèses sur, par exemple, les télomères. Alors les télomères, c'est quoi? Je sais, je ferme la caisse. Oh Mais vas-y, explique. Ah ouais, incroyable, ok. Parce qu'en fait, c'est pas quelque chose qu'on a découvert récemment, mais en tout cas qui a été mis en lumière. C'est lors de la reproduction cellulaire. En fait, on reproduit donc l'ADN. Au niveau des branches d'ADN, il y a le bout en fait de l'ADN qui s'appelle le télomère. Et selon le stress qu'on peut recevoir toute la journée, le stress oxydatif, ça s'appelle, et ben ces télomères raccourcissent. Et au fur et à mesure de la démultiplication des cellules, c'est ce qui provoque le vieillissement. Donc, c'est comme ça qu'on traduit le vieillissement à l'échelle cellulaire, effectivement. En fait, pour être plus exact, en fait, l'ADN est sous forme de chromosomes. Ouais. Et c'est le bout des chromosomes qu'on appelle les télomères, effectivement. Ouais. Ah ouais, c'est ça. Ouais, voilà. Impressionnant pour littéraire. Oui, mais c'est parce que récemment, en fait, il y a eu je voulais évoquer ça, c'est la découverte des ciseaux génétiques, comme on les appelle. C'est CRISPR-Cas9, je crois, qui permet de prendre un bout d'ADN pour le remplacer à un autre endroit aussi. Donc ça fait partie de la thèse. Alors, recherche en génétique, justement, en général, c'est ce qu'on fait quand on insère les gènes. Ouais. Sinon, après, il peut y avoir des traitements. Enfin, il y a plusieurs techniques, effectivement. C'est hyper intéressant, hyper flippant aussi, je pense. Mais, oui. Parce qu'on n'a pas de recul là-dessus, mais c'est intéressant. C'est marrant que tu t'intéresses à ça.
Et si t'avais fait S, tu l'aurais fait au lycée. Oui. T'aurais Et comme éclaté, quoi, je suis pas sûr que besoin. t'aurais Ouais. éclaté. Moi, j'ai bien aimé mon baccalauréat littéraire aussi avec toute la philo qu'on a eue. Enfin, c'était génial, quoi. Ouais, bizarrement, j'ai adoré la philo. Ah ouais. Ouais. Mm. Et peut-être quelque part, c'est ça qui m'a donné envie de faire du droit derrière. Peut-être. Je peux comprendre. Parce que là, je voulais faire médecine. Ok. Et puis après, j'ai dit non. J'en avais marre. Ouais. Et je suis parti dans le droit, mais ouais. Ah bah tiens, ce prof de philo nous obligeait à aller cueillir des fleurs quand on était en retard. Ou qu'on parlait trop. D'accord. Ouais, donc j'en ai eu quand même. Comme ça, t'arrives encore plus en retard. C'est ça. Et puis évidemment, il fallait pas les laisser mourir, donc on allait chercher un petit verre d'eau à la cantine, et enfin, c'était toute une histoire. Ah ouais. C'est original. Pour le coup, ouais, dans la fac de droit, je vois mal l'histoire du verre d'eau avec les fleurs un peu bizarre. Ok. Alors, est-ce que tu voulais évoquer un truc qu'on n'aurait pas vu Non, pas particulièrement. Je pense qu'on a fait pas mal le tour. Ouais, on a fait le tour. Je pense qu'on a bien parlé du métier d'avocat. Ouais. Permanence juridique. La fac, je pense qu'on pourrait y passer des jours entiers parce que si on reprenait tous les détails, mais on a fait un peu le tour du CRPA quand même déjà. On aurait pu parler du Master 2. Je sais pas si tu as eu du mal toi à trouver un Master 2. Non, pas du tout. J'ai trouvé en plus un qui me plaisait parce que j'ai fait un Master 1 droit des affaires, un Master 2 droit européen des affaires. En fait, je voulais avoir la vision plus européenne de ma matière et du coup, c'est exactement ce que je voulais. D'accord. Alors après, moi j'ai quand même une idée un peu particulière du Master 2, c'est que pour moi c'est une année superflue. D'accord. Voilà, je pense que le Master 1 est assez formateur et qu'on n'a pas besoin d'aller plus loin, mais c'est fait comme ça. Ça dépend des Master 1 et des Master 2 d'ailleurs. J'ai l'impression qu'il y a des Master 2 qui servent vraiment à rien et d'autres qui sont un peu plus conséquents en cours. Si tu fais de l'alternance, là ça prend plus son sens. Toi, c'est un format initial classique. Oui, mais l'alternance stage peut-être, non stage à la fin. Stage à la fin, ouais. Mais justement, en parlant de l'alternance, je l'ai fait en école d'avocat. C'est-à-dire que moi, au lieu de faire mes 6 mois de cours classiquement en allant à l'EFP, j'allais le matin à l'école et l'après-midi en alternance, c'est-à-dire dans un cabinet d'avocat. Parce que j'avais pas envie de m'ennuyer trop en cours. Et en fait, c'était quand même une période assez intense parce que déjà, il faut aller de l'un à l'autre. Donc, pendant ta pause déjeuner, en fait, tu manges pas, tu voyages. Et il faut un peu switcher aussi sa façon de faire parce qu'on est le matin un peu passif à recevoir le cours et l'après-midi, on se remet dans les dossiers. Ouais, je vois le truc. Effectivement, moi, je trouve l'alternance, c'est top. Ouais, j'ai bien aimé aussi. Je trouve ça top. On a la théorie de la pratique. C'est vraiment ça, les deux se nourrissent et c'est pas mal. Ce qui manque, je trouve, en licence, après c'est pas forcément possible de faire de l'alternance, mais... Ce qui manque, c'est surtout les stages obligatoires ou l'expérience professionnelle. Enfin, c'est tellement dommage, quoi, je trouve. Ouais, le lien avec le terrain, en fait. Si on n'a pas la force de se l'imposer, en fait, on perd quelque chose, quoi. Ouais, c'est vrai. Puis c'est déjà pas évident à trouver. Ensuite, c'est pas évident au niveau du rythme. Oui. Et après, après, comme tu dis, il faut se motiver, quoi. C'est vrai que c'est pas obligatoire. Et en même temps, quand on voit le nombre d'étudiants par rapport au nombre d'opportunités de stage, je sais pas si ça serait réalisable en fait. C'est toujours le dilemme, c'est que moi je suis d'accord avec toi, il faut que ce soit obligatoire, puis après quand t'es dans la réalité, dans la vraie vie, si t'es à 3 sur le même stage, c'est un peu bizarre quoi. On est d'accord. Donc ça va pas trop le faire. Pour terminer, je voudrais te poser une question que je vais poser à tout le monde. C'est si tu devais parler à Yasmine de première année de droit, quel conseil tu lui donnerais? Qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais d'avoir confiance dans ses intuitions. Voilà, parce que déjà à l'époque j'avais le goût de l'effort, donc ça il fallait que je le conserve. Et voilà, de pas avoir trop d'angoisse sur les examens, etc. Parce que pour moi ça a toujours été... j'y mettais toujours beaucoup de cœur en fait. Et parfois j'ai pu être un peu déçue de moi-même, mais il fallait pas que je le sois. Voilà. Ok. Merci beaucoup Yasmine. Avec plaisir. Et écoute, je suis très heureux d'avoir fait cette conversation avec toi. Pareillement. Et puis peut-être qu'on aura l'occasion de refaire des vidéos ou des entretiens. Sans problème. Je te souhaite bonne chance pour ton dernier. Merci. Encore un examen. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Si cela t'a plu, abonne-toi et partage-le sur les réseaux sociaux et autour de toi. À bientôt!